Bonsoir à tous et bienvenue dans la santé de ce mardi 3 août 2021. Nous parlons ce soir des céphalées communément appelés maux de tête. En effet, le mal de tête constitue un des problèmes de santé les plus courants au sein de la population générale. Presque tout le monde aura un mal de tête à un moment ou un autre donné de sa vie. Les maux de tête qui surviennent brusquement ont forcément une cause et ceux qui sont habituels, fréquents, ont aussi une explication. D'où le choix du thème de ce soir, maux de tête, cause et traitement. Nous évoquerons également des troubles qu'on peut associer à un mal de tête et les traitements appropriés. Des médecins nous en parlent dans cette émission. Merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Bienvenue. Docteur Edgar Koumbia est notre invité ce soir. Il est médecin généraliste responsable de la clinique CMPS. Docteur Koumbia, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. On rend grâce, vraiment. Alors sans faire trop de la pub pour votre clinique, on aimerait bien connaître le sigle CMPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la CMPS, c'est la clinique médicale perpétuelle santé. Donc, lorsque vous êtes un patient de la CMPS, vous êtes guéri de façon perpétuelle. C'est ça. Moi, je pensais que vous allez nous dire clinique médicale perpétuelle secours. Le perpétuel secours a été en fait le mot inspirateur de perpétuelle santé. Voilà. Oui, puisque moi-même je fais partie du groupe de perpétuel secours. Ok, merci beaucoup docteur Edgar d'être à nos côtés ce soir sur ce plateau pour évoquer ensemble avec les téléspectateurs les céphalées, ce qu'on appelle communément les maux de tête. Alors dis-nous docteur Edgar, lorsqu'on évoque de façon générale les maux de tête, sommes-nous là en train de parler d'une maladie ou bien d'un simple signe? Bien, merci pour cette occasion que vous nous accordez ce soir pour ce débat. Et lorsque nous parlons d'un mal de tête, en fait, c'est un signe d'abord, c'est un symptôme. Mais ce symptôme peut être un symptôme banal qui peut venir et puis disparaître sans évoquer ou sans traduire forcément une pathologie lourde. Mais par moment, des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, peuvent être vraiment le miroir d'une pathologie très lourde qui se cache derrière ce petit symptôme. Donc on doit comprendre ce soir que lorsqu'on a mal à la tête, ce n'est pas une maladie mais un signe clinique d'une maladie sous-jacente, latente. Oui, c'est ça. En fait lorsqu'on a mal à la tête, ce n'est pas une maladie en soi. Le mal de tête peut avoir plusieurs causes. Donc, le mal de tête ne peut pas être pris comme une maladie parce que même pour le traiter, on va arriver dans le chapitre du traitement, pour le traiter même, on va se référer d'abord à la cause des maux de tête avant de pouvoir le traiter. Certes, pour les petits maux, on peut prendre juste des petits trucs, des calmants et ça peut passer. Mais lorsqu'il y a une grande maladie en bas de ces maux de tête, il faudra donc aller les chercher et pouvoir les soigner. Merci beaucoup. On parle souvent aussi de migraine. Quelqu'un qui se lève un matin et dit j'ai une forte migraine ce matin. Alors migraine et céphalée, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Autant la céphalée est banale, autant la migraine n'est pas banale. Je peux avoir mal à la tête et il peut s'agir juste d'une fatigue ou bien que j'ai passé trop du temps devant un écran ou bien j'ai mal dormi, un mauvais sommeil et je me réveille avec des maux de tête. Mais lorsque j'ai une migraine, ce qu'on appelle migraine, il faut d'abord comprendre même la définition de la migraine. La migraine, ce sont des maux de tête qui sont localisés et souvent d'un seul côté de la tête. Ce n'est pas toute la tête qui fait mal, c'est juste une partie de la tête qui fait mal. Et ce sont des crises répétées, c'est des douleurs répétées. Donc la personne a mal tout de suite avec des douleurs violentes à un seul côté de la tête. Et ça peut céder, mais à peine 30 secondes ou bien 1 minute ou 2 minutes après, ça reprend et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va toujours de mal en pire, ça s'aggrave de plus en plus. Plus on évolue dans le temps avec, plus la douleur devient insupportable. Là, c'est une migraine et ça, c'est une pathologie qu'il faut aller donc bien décortiquer et le soigner. Il faut aller consulter rapidement. Il faut aller consulter. De toutes les manières, lorsqu'on a des maux de tête, un mal de tête, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas du coup comprendre ou bien savoir que c'est la migraine. C'est de la migraine qu'il s'agit. Donc le bon sens voudrait qu'il faut aller consulter. On est d'accord? Oui, la réaction
Si nous disons à la population tout de suite, dès que vous avez mal à la tête, il faut aller consulter, ce serait un peu un plagiat parce que les gens ne vont pas suivre. Mais il faut dire, lorsque vous avez mal à la tête... douloureux, hein, tel que vous venez de le décrire. Là, c'est que nous sommes donc dans un cadre de maladie alors. C'est-à-dire nous sommes dans le cadre de la migraine. Voilà. C'est-à-dire des maux de tête douloureux et répétés. C'est de ça que je parle. Lorsqu'il s'agit donc des maux de tête douloureux répétés, il faut aller toujours consulter et surtout le plus tôt possible. Ça, c'est l'attitude normale à adopter. Mais nous avons souvent banalisé, hein, nous banalisons souvent un mal de tête ou bien il suffit qu'on prenne un antalgique, du paracétamol, ça se calme et puis bon, on est guéri. Même si le mal de tête revient, pour nous, ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Est-ce que ce soir, vous nous dites que arrêtez de banaliser un mal de tête ou bien les maux de tête, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Vous avez fait aussi ce même constat qu'on banalise trop les maux de tête. Effectivement. Je voulais en fait utiliser la réponse à votre question pour clore l'émission. C'était ma conclusion prévue pour cette émission. C'est ça. C'est qu'en réalité, si nous avons mal à la tête, nous devons prêter attention à certains éléments. Est-ce que mon mal de tête est venu à la suite de quelque chose qui pourrait l'expliquer? Dans ce cas, je peux patienter, prendre mon paracétamol. Dès que je sais que l'effet de ce qui l'aurait causé est passé, le mal de tête va disparaître. Mais si ça ne disparaît pas, après 24 heures, après une journée, vous avez mal à la tête pendant toute une journée. Vous avez pris les antalgiques comme du paracétamol, de l'aspirine ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et qu'après 24 heures, ça ne passe pas. Il n'y a pas de soulagement. Il n'y a pas de soulagement, il faut courir, même s'il y a un soulagement. Et que ça reprend, parce que dans la définition de la migraine, tout de suite, nous avons dit que c'est une succession des crises de céphalie. Donc ce sont des douleurs qui sont localisées d'un côté de la tête et qui viennent de façon répétée sous forme de crise. C'est ça. Et quand c'est comme ça, et que vous prenez des calmants et que ça ne passe pas, l'idéal c'est de ne pas attendre de courir rapidement voir un médecin pour qu'on puisse vraiment chercher les étiologies, les causes de cette migraine et vous soulager le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Alors, nous avons souvent l'habitude, ou bien toujours, de tendre le micro aux gens dans la rue afin qu'ils puissent se prononcer sur un aspect du sujet que nous évoquons dans nos différentes émissions. Et l'aspect précis concernant le thème de ce soir, c'est les causes. Alors, nous avons demandé aux gens, selon eux, quelles seraient les causes de façon générale des maux de tête. Quelques-uns ont répondu à cette question. Nous allons les écouter dans ce micro-trottoir qui a été réalisé par Daniel Hemazo. Regardons ensemble. Soit mbidi et dibibi chanana betaduna nem podagado mo ne tobi dakpe betadino sugbon e chanana betaduna mi mais ne ibo podale tadi e tobi ayale 2 me là on la tenu à l'aise voix ne be dakpe sugbon le tadina wa e chanala tena betala du fond les relations avec côté ne tobi odo copain de que le long voilà. Et va mes copains est blessé au vidéo. Bon. Dans mes boubous, pour de vivre qu'on laisse déjà, et ça n'a mot de tête. Et zando au mani, mais on me les dents, on coup de torrent, et ça n'a tena betala du fond. Tant que vous n'avez pas taduna, ne me l'avez pas taduna. Car on est là, on a de kunyemu, tina basarode, nabo, banemulia, chakana. Bunadu dukunye ba nyana nke naw dama taduna nimla nyi fona nyuru aruma fo la melano vin nimva chakati ko no kwa avo trobona vana dukunye. Les moustiques, puisque les moustiques sont à l'origine du paludisme. Je pourrais également parler pour l'environnement, puisque nous disons souvent que un corps sain dans un environnement sain. Là, je peux finalement parler de la mauvaise circulation sanguine. Voilà les choses que j'ai citées, voilà, je pense qu'il peut être à l'origine des maux de tête. Quand on a des types de plaies de ventre et autres, il est
facile aussi d'avoir ce genre de symptômes-là, comme des céphalées à répétition, des maux de tête et autres. C'est le stress, ça peut provenir aussi du stress aussi. Quand on est stressé, souvent on peut avoir des maux de tête aussi. Donc souvent, il faut qu'on use de bien se reposer, d'avoir une alimentation saine, de vivre dans un milieu sain. Quelqu'un qui est en détresse pourrait toutefois avoir les maux de tête. Et aussi, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui a un problème, à force de réfléchir, il a les maux de tête. Quelqu'un qui a mal dormi, la nuit, tu n'as pas dormi, tu as veillé toute la nuit, le jour suivant, tu peux toujours avoir les maux de tête. C'est la fatigue. La fatigue, tu as beaucoup travaillé, autre. Peut-être tu as la fatigue musculaire, tu es sorti quelque part et il y a trop de l'ambiance aussi là. Ça peut te provoquer le mal de tête aussi. Ça dépend de l'organisme de chacun. Premièrement, il y a le stress, il y a les problèmes familiaux. C'est lié aussi à l'école. L'école, si tu es en classe, le professeur n'explique pas bien le cours et tout ça. Il y a la jeunesse aussi, les disputes entre les copains et les copines. Par exemple, ton copain te trompe, tu te stresses, tu te dis oh, ou bien tu te mets en colère. Même la colère aussi génère des trucs de maux de tête. Avoir mal aux dents aussi, c'est autre chose. Hein. Parce que quand moi j'ai eu ça là, j'ai tellement eu mal à la tête jusqu'à... Avant, quand ça m'arrivait là, je prenais un peu de calmant, oui. Voilà, docteur Koumbia, vous les avez écoutés, ils ont parlé de beaucoup de choses en évoquant les causes concernant le mal de tête, mauvais sommeil, insuffisance de repos, une colère mal digérée, une déception amoureuse, suivie de désespoir, une mauvaise circulation sanguine, trop de réflexion, le stress, etc., etc. Votre réaction? Bien, je pense que l'auditoire ou l'échantillon qui a été interviewé a reflété exactement ce que nous pouvons appeler les causes banales des céphalées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la population banalise souvent ce symptôme. Lorsque je prends, dans la majorité de nos intervenants, ils ont parlé des chocs émotionnels. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous avez une déception, lorsque vous avez trop de soucis, donc ça, ce sont des chocs émotionnels. C'est un stimulus émotionnel. Dans ce cas, ce ne sont pas en fait des lésions organiques identifiables qui puissent expliquer la survenue donc, de ces maux. Par contre, il y en a qui ont touché du doigt certaines pathologies, mais de pathologies légères qui peuvent, comme le paludisme par exemple. Il faut quand même noter que dans notre zone, lorsque nous prenons notre zone géographique et dans le contexte épidémiologique dans lequel nous nous trouvons, surtout au Togo, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, le paludisme est responsable de plus de 75% des maux de tête que les gens vont présenter. Donc généralement, c'est le premier signe même lorsque les gens ont le paludisme et on aura les autres signes qui vont s'associer. Il y a le paludisme, il y a quelqu'un qui a utilisé un terme générique pour dire les plaies du ventre. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle les infections bactériennes du tube digestif, comme les salmonelloses, c'est-à-dire les fièvres typhoïdes, qui peuvent être également simuler le paludisme et donner les signes comme les maux de tête. Seulement, c'est qu'il faut chercher les autres signes, les autres symptômes qui vont caractériser et nous pouvoir dire, bon, voilà un peu le diagnostic différentiel qu'il faut poser pour pouvoir voir quelle est donc la cause. Mais toutes ces pathologies ou bien toutes ces raisons qui ont été citées font partie des céphalées banales. C'est-à-dire qu'ils vont se manifester par des maux de tête qui vont disparaître rapidement sous le coup d'un traitement. Soit on prend du paracétamol, ça disparaît, ou donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ben en plus de ça, c'est qu'on a d'autres causes plus importantes, plus graves. Et si on les banalise, c'est dans ces conditions que lorsqu'on banalise les maux de tête, ça peut avoir des conséquences fatales pour l'être humain. C'est le lieu de nous en parler. Ces causes qui sont plus importantes et plus graves, docteur Koumbia, dites-nous, les maux de tête, quelles sont les causes? Bien. Pour parler des causes des maux de tête, nos intervenants m'ont aidé à subdiviser les causes en deux parties. Il y a les causes émotionnelles et les causes organiques.
Lorsque nous prenons les causes émotionnelles, c'est ce que les intervenants ont dit. On a un souci à la maison, vous venez de vous marier, après 2 semaines, ton mari disparaît et puis il réapparaît après 3 jours, comme si c'était la Pâque de Jésus. Et donc, tous ces problèmes de la société nous amènent à développer parfois des chocs émotionnels qui peuvent entraîner, qui provoquent ces maux de tête. Et ça peut donner des maux de tête chroniques, ça peut aller de simples crises à une pérennisation à une chronicité de ces maux de tête, et parfois même ça peut aboutir à la dépression. Et le traitement va donc solliciter plusieurs disciplines. Dans ces conditions, il faut aller voir un psychologue, un psychiatre et consort avant de pouvoir, pluridisciplinaire, avant de pouvoir venir à bout de ça. Mais un traitement contraignant aussi. Oui, bon, ça a été toujours contraignant. Surtout quand ça prend une dimension un peu psychologique. Le patient ne se rend pas compte forcément qu'il a des problèmes. Vous essayez de lui expliquer la cause de son problème, lui le rattache toujours à autre chose. Et il se dit ce sont les sorciers qui m'attaquent, la nuit je sens qu'on me frappe avec des coups de marteau sur la tête, il décrit des choses, alors que le soubassement c'est un peu, voilà, ça n'existe pas, c'est plutôt psychologique. Et il faut donc associer une psychothérapie, parfois des antidépresseurs avec les antalgiques pour pouvoir soulager le patient. Ça, ce sont les causes non organiques. Lorsque nous prenons les causes organiques, nous pouvons subdiviser les causes des céphalées en 3 grandes familles. Il y a les céphalées post-traumatiques, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un accident, je suis sur un chantier, on est en train de construire quelque chose et puis une brique tombe et me cogne la tête. Donc c'est un traumatisme, un choc qu'on a reçu, un choc violent qu'on a reçu au niveau de la tête et qui peut provoquer beaucoup de dégâts. On peut avoir juste une commotion cérébrale, c'est-à-dire le choc a produit tout simplement une vibration du cerveau dans la boîte crânienne. Donc on a secoué un tout petit peu le cerveau, on aura un peu mal à la tête, mais ça va passer après. Mais on peut avoir de sérieux problèmes comme des hémorragies. Quelqu'un qui reçoit un choc peut-être violent, il est tombé, il a heurté sa tête contre le sol, il peut saigner dehors, donc il peut extérioriser ce saignement, comme il peut intérioriser son saignement. Les hémorragies internes, donc on va les appeler les hémorragies cérébrales. Et ces hémorragies, franchement, ça amène souvent des maux de tête très violents, en coups de poignard. Après guérison, vous parlez là des séquelles? Non, pas même après guérison, même après le choc. Le choc peut... Lors de l'accident? L'accident peut se produire tout de suite. La personne se relève, la personne se sent mieux, mais peut-être 1 journée ou 2 jours plus tard, la personne commence par saigner et le sang se collecte dans les méninges ou même dans le parenchyme cérébral, donc dans le cerveau lui-même. Et on va parler des hémorragies méningées, on va parler des hémorragies sous-durales, on va parler des hémorragies... Donc il y a donc des termes pour désigner la localisation du sang dans le système, c'est-à-dire dans le cerveau, dans le système nerveux. Donc, et ça génère donc des céphalées souvent violentes, en coups de poignard, insupportables, et parfois le simple paracétamol ne suffit plus pour faire chose. Il faut consulter un médecin et on va vous orienter vers des spécialistes, soit des neurologues, soit des neurochirurgiens, et on peut même aller jusqu'à vous opérer, ouvrir carrément la boîte crânienne dans le cas où il y a par exemple des saignements et faire donc une ponction si c'est possible et évacuer ces hématomes là qui compriment le cerveau et qui entraînent ces céphalées. Ça, c'est les céphalées d'origine traumatique, donc post-traumatique. Il y a des céphalées qui ne proviennent pas du traumatisme. Rien ne vous a touché à la tête, vous n'avez pas cogné la tête contre quelque chose, mais il y a, par exemple, dans ce groupe de céphalées qui n'est pas d'origine traumatique, on peut les subdiviser en 2. Il y a des céphalées qui sont accompagnées de fièvre et des céphalées qui ne sont pas accompagnées de fièvre. Lorsque vous avez mal à la tête et que vous faites la fièvre, dans nos contextes, nous avons dit, un intervenant en avait parlé, nous devons penser premièrement au paludisme. C'est le paludisme qui est la première cause de ces céphalées bénignes, si on peut dire ça comme ça entre guillemets, et avec une fièvre. Mais il y a d'autres signes qui peuvent accompagner, la bouche amère, est-ce qu'on a les vomissements, est-ce qu'on a donc le corps chaud, la personne va frissonner, ainsi de suite. Quand on a ces signes, on traite le paludisme et les céphalées vont disparaître. Mais en même temps, on peut avoir d'autres pathologies plus lourdes, comme une fièvre typhoïde. C'est le paludisme que vous traitez, mais malheureusement, vous mettez tous les produits contre le paludisme, mais ça ne passe pas. Il faut aller chercher un peu plus loin. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des méningites. Dans le cas des méningites, on peut développer des céphalées violentes
et qui sont souvent accompagnés d'une raideur de la nuque. La personne ne peut pas faire cette flexion, donc la flexion et l'extension du cou. Donc dans ces conditions, si tu veux baisser la tête, tu as mal au cou, le cou devient complètement bloqué, figé, et la personne devient raide en quelque sorte. C'est ce qu'on va appeler la raideur de la nuque. La personne n'arrive donc pas à faire la flexion et l'extension du cou. Et donc ça, ce sont des pathologies graves qui demandent une hospitalisation et une prise en charge rapide et souvent pluridisciplinaire. Ce sont les médecins généralistes qui peuvent le gérer. Parfois, quand on arrive à des conséquences un peu plus poussées, à des complications, il faut l'envoyer vers les neurologues pour une meilleure prise en charge. Mais on a aussi des céphalées qui ne sont pas donc liées qui ne sont pas accompagnées de fièvre. On a par exemple un intervenant parlé des douleurs dentaires, c'est-à-dire des problèmes de stomato. Lorsque nous avons un problème au niveau de la bouche, on peut développer des céphalies. Quelqu'un qui a des dents, une dent cariée et qui fait mal, étant donné que la racine dentaire est plantée dans le crâne, donc la douleur remonte vers le crâne et la personne aura des céphalies. On peut avoir par exemple des affections ORL comme les sinusites. Et dans le crâne, dans l'os de la tête, on a des espaces qui sont des trous qui normalement doivent être comblés que par l'air. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour des raisons diverses, il peut y avoir une collection, il y a de l'eau ou bien un liquide qui se collecte dans ces espaces-là et ça développe donc ce qu'on va appeler des sinusites. Donc l'inflammation de ces sinus, de ces espaces qui devaient normalement être libres et vides et remplis par l'air. Et dans ces conditions, si la pathologie se développe, vous aurez donc, ça va développer qu'on appelle des douleurs dans la zone où se localise votre collection, votre sinus. Si c'est au niveau du front, donc dans les sinus frontales, on aura donc mal souvent au niveau frontal, donc au niveau du front. Si c'est au niveau des maxillaires, vous aurez donc un mal de tête, mais qui va se localiser du côté qui est atteint, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a plein d'autres maladies comme des angiomes, des problèmes vasculaires, donc les vaisseaux qui ne sont pas, qui ont eu des malformations au départ. Il y a également ce qu'on appelle les céphalées de l'hypertension. Quelqu'un qui fait une poussée hypertensive, donc une tension artérielle qui monte brusquement, violemment, ça commence d'abord par les maux de tête, la personne a de violents maux de tête et tout, et il y a beaucoup de ces types de pathologies qui peuvent également faire chose. Nous avons aussi les tumeurs intracrâniennes, des gens qui développent des tumeurs du cerveau. Donc une tumeur, quand on parle de tumeur, c'est une excroissance, une augmentation du volume d'un organe qui normalement ne devait pas augmenter de volume de cette manière. Et donc cette augmentation de volume déséquilibre le fonctionnement du cerveau. Si ça se retrouve comme ça au niveau du cerveau, donc soit ça comprime le cerveau, ça empêche les nerfs de pouvoir donc faire leur travail normalement et ça déclenche des maux de tête violents. Et si on le banalise, la personne risque d'avoir donc des conséquences ou bien des complications qu'on ne peut plus rattraper chez ces types de personnes. Donc il y a plein. Alors, il y a, même chez les enfants, il y a aussi un fait chez les enfants. Lorsqu'un enfant se plaint souvent de céphalée, de mal de tête, les petits enfants, il faut vérifier si la taille du crâne n'augmente pas. Parce que lorsqu'un enfant se plaint de maux de tête, fréquemment et qu'on remarque que... Vous situez l'enfant dans la tranche d'âge... On peut partir... Dans quelle tranche d'âge? Oui, en réalité, la pathologie dont je veux toucher de doigt, c'est l'hydrocéphalie. Voilà. Et ça peut apparaître dès la naissance jusqu'à 6 ans, même parfois au-delà. Donc un enfant qui commence par vous dire, dès qu'il arrive à parler, qui commence par vous dire j'ai mal à la tête ou bien il tient la tête et il pleure, essayez de remarquer, c'est-à-dire essayez de vérifier, voir si le crâne de l'enfant n'augmente pas de volume. C'est pour ça d'ailleurs même que lorsqu'on amène des enfants en consultation, il faut leur prendre ce qu'on appelle le périmètre crânien, parce qu'en fonction de l'âge de l'enfant, la circonférence du crâne a ses valeurs. Donc les valeurs sont proportionnelles à l'âge de l'enfant. Donc lorsque la tête de l'enfant, le périmètre crânien est au-delà de la norme, il faut donc ça doit attirer votre attention et vous devez penser à ce qu'on appelle des hydrocéphalies. C'est l'augmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Et dans ces conditions... Et ça provoque des maux de tête terribles. Ça provoque des maux de tête terribles, violents chez l'enfant. Ouais. Alors qu'en est-il de certains médicaments? Dans ma documentation, j'ai lu quelque part que certains médicaments aussi provoqueraient des maux de tête. Est-ce que c'est vrai?
Des médicaments qui provoqueraient des maux de tête, c'est possible. Parce qu'il y a les effets secondaires. Des effets secondaires, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, les effets secondaires de certains médicaments peuvent le provoquer. Ça dépend de l'idiosyncrasie de chaque patient. Un patient peut prendre un médicament qui est censé même calmer les maux de tête et peut provoquer des maux de tête chez lui. C'est ça. Quelqu'un peut prendre de l'eau tout simplement et développer un mal de tête. Donc, ça arrive, c'est l'adaptation, c'est la physiologie de chaque individu. Et devant certains médicaments, certains traitements, ça peut arriver que qu'en fait on ait les maux de tête comme effet secondaire de certaines certains médicaments. Merci beaucoup, docteur Koumbia. Dites-nous, est-ce qu'en dehors de ces causes, on peut parler des facteurs déclenchants des maux de tête quelquefois? Si oui, quels sont ces facteurs déclenchants? Oui, en fait, les facteurs déclenchants existent bel et bien, et malheureusement, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ces facteurs déclenchants. Il y a par exemple la lumière. Il y a certaines personnes qui sont un peu allergiques ou bien un peu trop sensibles à la lumière, ce qu'on va appeler la photophobie. Donc pour certaines maladies données, parfois c'est des maladies qui entraînent cette réaction de photophobie. Les gens ont peur de la lumière. Quand on dit peur de la lumière, c'est que dès qu'il ouvre les yeux pour regarder la lumière en face, il a mal. Et donc, dans ces conditions, c'est les maux de tête qui sont les premiers signes qui amènent la personne à savoir que lorsque je regarde la lumière en face, j'ai donc mal. Dans ces conditions-là, la lumière trop forte devient alors un facteur déclenchant chez notre patient. On a également les bruits trop forts. On est dans Voilà, un intervenant en a parlé. Donc, lorsqu'il y a une sonorisation, une hyper-sonorisation dans un local, vous êtes par exemple dans une boîte où on joue de la musique à outrance, à fond, et ça fait même vibrer tout le corps. Des personnes réagissent par rapport à ça et peuvent avoir, qu'on appelle mal à la tête. Il y a également certaines odeurs, par exemple, certaines personnes devant des odeurs trop piquantes, trop fortes, peuvent développer, qu'on appelle des maux de tête. Il y a aussi le changement d'environnement. Donc on change, on est peut-être dans la chaleur et puis brusquement on tombe dans le froid. Ça peut amener également, qu'on appelle des céphalées. Mais surtout, il y a des éléments qui rentrent dans notre alimentation quotidienne, que nous devons éviter au maximum si nous ne voulons pas développer des céphalées à répétition. C'est l'alcool et le café. Ce sont des excitants et ces excitants mettent toujours le cerveau en état d'excitation et un état d'excitation permanent du cerveau entraîne des céphalées, donc des douleurs au niveau de la tête. Alors, qu'en est-il de nos élèves étudiants qui bossent vraiment à la veille de l'examen, lorsqu'on est scotché à ses cahiers, on travaille, on étudie? Est-ce que ça peut agir également sur le cerveau et donc par ricochet provoquer des maux de tête? C'est possible? Lorsque vous parlez même d'un étudiant ou d'un enfant qui est en train d'apprendre, il y a 3 facteurs qui sont en jeu. Voilà. Ce sont déjà 3 facteurs déclenchants ou bien 3 facteurs favorisant l'apparition qu'on appelle des céphalées. D'abord, il y a le stress. Quelqu'un, un élève ou un étudiant qui a, à l'approche de son examen, est très stressé. Et le stress déjà est un élément qui met en éveil tous les neurones, c'est-à-dire tout le système nerveux central sur tout le cerveau. Donc ça veut dire que le cerveau ne dort pas. C'est ça. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il fait travailler ce cerveau. Il réfléchit. Donc il fatigue plus le cerveau. La troisième chose, c'est qu'il lit. Donc il utilise ses yeux. Le nerf optique se fatigue. Et quand le nerf optique se fatigue, puisque ça passe dans la boîte crânienne, donc ça donne des maux de tête. Et en plus de ça, c'est qu'il y a la lumière. Nous avons parlé tout de suite de la lumière intense. Donc, imaginez-vous la lumière qui tombe sur la feuille et qui se reflète dans les yeux de l'enfant. Si l'enfant doit être scotché à son cahier 3 heures du temps d'affilée, c'est normal qu'il ait mal à la tête. Donc, la lumière, le stress, et puis, comment appelle-t-on, la lecture elle-même, donc, font que l'enfant va développer comme ça. Ce sont des facteurs favorisants donc les maux de tête. Merci beaucoup, docteur Koumbia. Alors, en élargissant un peu les contours du thème évoqué ce soir, nous nous sommes approchés d'un spécialiste en neurologie, à la personne du professeur Bello Bonfou, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi l'intervention d'un médecin neurologue lorsqu'il
lorsqu'il s'agit des questions relatives bien liées aux maux de tête. Alors, le professeur Bello met ici l'accent sur certaines causes les plus fréquentes des maux de tête, qu'il s'agisse d'un mal de tête aigu ou chronique. La différence, elle est importante, nous dira-t-il. C'est dans la première partie de son interview, l'interview qu'il nous a accordée. Les céphalées même, il faut dire que c'est des douleurs ressenties à l'extrémité, comme on dit, céphalique, y compris la partie postérieure du crâne et la partie temporale. Alors, lorsqu'on parle de céphalée, il y a deux entités, les céphalées aiguës et les céphalées chroniques. Alors, lorsqu'on parle de céphalée aiguë, c'est une urgence. C'est une urgence neurologique et donc qui va nécessiter un transfert rapidement à l'hôpital. En matière de céphalée aiguë, il faut penser à des douleurs qui sont inhabituelles et qui vont être liées probablement à une hémorragie, donc un saignement à l'intérieur du crâne, ou bien un caillot de sang qui bloque une veine à l'intérieur du crâne. Alors, les céphalées d'ordre aigu peuvent être rattachées également aux tumeurs du cerveau, qui sont également une urgence. Et il y a tant d'autres causes qu'on ne va pas citer ici, mais on cite les causes les plus habituelles. Lorsque ça devient récurrent, si ce n'est pas inhabituel, on ne peut pas s'inquiéter. Mais si c'est des maux de tête qui évoluent de façon chronique, il y a deux entités. Il y a les migraines et puis les céphalées dites de tension qui sont en rapport avec des troubles psychologiques, l'anxiété et autres. Mais en tout état de cause, lorsqu'on a des céphalées, on a tout intérêt à aller vers un médecin pour qu'un diagnostic soit posé afin d'éviter des complications qui peuvent être dramatiques. Les céphalées ne sont pas en réalité une maladie, ce sont des signes. Mais ces céphalées peuvent être accompagnées d'autres manifestations d'ordre neurologique, notamment la paralysie d'un côté qu'on appelle communément une hémiplégie. Également, ça peut être accompagné de paralysie faciale, de troubles visuels et également de crises convulsives, les épilepsies. Voilà, docteur Edgar, vous avez écouté le professeur Monfou Bello, qui est un neurologue. C'est vrai que vous n'êtes pas neurologue, mais est-ce que vous avez votre petite idée sur les quelques signes qui peuvent accompagner un mal de tête aigu et qui constitue, selon ce qu'il a dit, une urgence neurologique? Et il faut agir vite. Oui, merci beaucoup. Je tiens à remercier notre cher maître, le professeur Bello, qui était même d'ailleurs un de mes juges lors de ma soutenance de ma thèse de doctorat. Okay. Et lorsque nous prenons les céphalées aiguës, comme il a dit, c'est une urgence. Parce qu'il faut voir les causes de ces céphalées aiguës. Et généralement, comme je le disais, lorsque le mal de tête est violent, il faut voir l'apparition. Est-ce que c'est un mal de tête qui vient progressivement? Vous avez commencé par sentir ça petit à petit, et puis après ça devient intense, insupportable. Ou bien l'apparition est brutale. Vous êtes là, vous n'avez rien, et subitement, vous commencez par avoir un mal de tête violent, avec comme des coups de poignard, comme si on vous piquait dans la tête, et parfois même, vous pouvez sentir comme si ça battait. Et généralement, ça bat comme si c'est le rythme cardiaque, comme c'est votre cœur, vous entendez des battements au niveau donc de la tête. Donc il y a toutes ces caractéristiques qu'on va rechercher et qui vont essayer d'orienter le médecin à voir quel est le type de cause qui peut être responsable de cette céphalée aiguë. Et ces types de céphalées aiguës, s'ils ne sont pas pris en charge très rapidement, peuvent aboutir à des complications graves, comme ce que le professeur a dit. On peut avoir des ruptures d'anévrisme, on peut avoir une paralysie, comme il l'a dit, des hémiplégies, paralysie faciale, on peut même avoir des aphasies, la personne peut ne plus parler. Ça dépend de là où se localise la cause de cette céphalée. Donc, bon, je pense que, mis à part les causes qu'il a citées, il y a également ce qu'on appelle l'abcès du cerveau,
qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas une tumeur, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un abcès, comme les abcès que nous avons. Si l'abcès se localise au niveau du cerveau, c'est également une urgence qu'il faut parfois opérer, même s'il le faut. Il faut agir très vite pour pouvoir éviter des complications chez le patient. Sinon, ça peut conduire le patient à un décès. Oui, ça peut conduire à un décès. Alors dites-nous, pour diagnostiquer un mal de tête, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez procédé à une classification des différentes causes des maux de tête. Oui. Alors, pour diagnostiquer le maux de tête et connaître l'origine, quelle est la démarche diagnostique? Est-ce que vous procédez à des examens cliniques, ça suffit, ou bien à un examen de biologique, examen de sang, etc.? Merci. En réalité, lorsque un médecin ou un praticien reçoit un malade, un patient qui se plaint de mal de tête, il faut beaucoup s'appesantir sur l'interrogatoire. C'est les questions que vous allez poser et l'interrogatoire doit être orienté. C'est ça. Donc vous devez guider le malade à vous décrire au maximum les caractéristiques de sa céphalée. Est-ce que c'est une céphalée passagère? Est-ce que c'est une céphalée répétée? Quel est l'intervalle d'apparition des crises? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est localisé? Est-ce qu'il peut localiser l'endroit exactement avec le bout de son doigt pour dire si j'ai mal exactement ici? Ça permet également d'orienter vers le truc. Donc un interrogatoire bien conduit devrait en principe donner une idée. Et lorsqu'on fait l'examen clinique, maintenant l'examen physique, tu mets ton malade sur le lit, tu l'examines, tu vas voir, tu palpes peut-être la tête, donc tu palpes des zones pour voir est-ce que ce n'est pas un vaisseau qui a augmenté de volume et qui est turgescent, qui fait mal, qui est dur et qu'on sort, qui peut donner, qui peut orienter vers un diagnostic donné, surtout chez les patients âgés. Il faut voir la personne, est-ce que la personne arrive à faire la flexion et l'extension du cou, qui peut orienter vers les atteintes méningées, ça peut être une méningite, ça peut être des hémorragies donc méningées. Et il y a plein de signes qu'on va chercher chez le patient sur le plan clinique. L'interrogatoire et l'examen physique devraient en principe permettre à un bon médecin de savoir l'étiologie de la migraine. L'étiologie, c'est-à-dire la cause. La cause de la migraine. Mais si il arrive parfois que ces deux éléments n'arrivent pas à nous situer, là on va demander ce qu'on appelle les examens paracliniques. On va demander par exemple la goutte épaisse pour voir si les céphalées dont décrit mon patient, ce n'est pas dû juste à un paludisme. On peut demander une coproculture s'il y a des signes d'appel physique, donc peut-être des troubles digestifs, la personne fait la diarrhée, des vomissements, des maux de ventre qui accompagnent donc son mal de tête violent. On va voir s'il n'y a pas une fièvre typhoïde, bien des salmonelloses qui sont là. On va demander par exemple un fond d'œil pour voir est-ce que ce ne sont pas des problèmes de vision qui sont à la base. On peut même faire un examen stomatologique ou bien demander une consultation stomatologique ou demander la radiographie par exemple de la bouche. On peut demander la radiographie du crâne pour voir l'incidence de Blondeau, pour voir si la personne ne développe pas une sinusite ou bien si ce ne sont pas les dents qui sont cariées, qui sont pourries, ainsi de suite, s'il n'y a pas une cellulite. Donc il y a plein de choses qu'on peut retrouver sur une radiographie. Et à défaut, si tous ces examens ne donnent pas de bons résultats, on peut aller jusqu'au scanner ou même à l'IRM. Et ça permet, parfois on peut même faire l'échographie également. On peut demander le Doppler, donc l'échographie Doppler des vaisseaux pour voir est-ce qu'il n'y a pas des causes, c'est-à-dire vasculaires, qui sont responsables de ces maux de tête que le patient présente. Donc la démarche est connue par les praticiens. Ils savent qu'on doit bien interroger le malade, orienter bien notre interrogatoire. On va également l'examiner sur le plan physique. Et après, on demande les examens complémentaires si on a les moyens de les réaliser. Et tout cela réuni nous permet de poser un bon diagnostic de la cause de ces céphalées. Un témoignage dans cette émission, c'est celui de Esther. Esther qui depuis l'enfance ressent des maux de tête et elle a comme l'impression que c'est son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Et face à ce mal de tête récurrent, voire persistant, elle n'a jamais eu l'idée d'aller se faire consulter. Ce soir, elle s'est confiée à l'équipe de santé d'abord. Nous allons donc écouter Esther se prononcer sur son mal de tête. Très souvent, quand il fait froid, j'ai des maux de tête et souvent c'est à la nuque, souvent c'est au niveau du front ou soit à la partie droite de ma tête. Un peu partout en fait. Souvent j'ai comme l'impression que c'est mon cerveau qui a des problèmes, mais bon, je sais pas. C'est depuis l'enfance en fait.
que ça m'arrive. Je n'ai jamais été à l'hôpital pour savoir ce qui se passe réellement. Quand ça m'arrive souvent, je ne fais rien. Je laisse juste passer. Quand je le dis à ma mère, elle me dit que c'est peut-être lié à mes maux d'yeux. Puisque déjà, vous voyez que je porte des verres. Voilà. Bon, mais très souvent, quand je suis dans des endroits où il fait froid, sous la clim ou quand il y a la pluie et tout, la saison des pluies s'annonce, j'ai très fréquemment des maux de tête. Aujourd'hui, je peux dire une seule fois, mais très souvent, je peux avoir mal à la tête au moins 3 fois dans la journée. Quand je réfléchis beaucoup, quand je suis fatiguée, ça m'arrive. Quand je passe aussi énormément de temps devant la télé ou soit l'ordinateur ou mon téléphone, c'est pas une maladie que j'ai héritée de mes parents. J'ai un grand frère, l'aîné, il est drépanocytaire. Il a mal dans tout le corps en fait. Les pieds, les mains. Moi aussi, j'ai souvent des maux au niveau des pieds et des mains. Donc, je sais pas, quand il fait froid. Voilà, docteur Koumbia, je voudrais qu'on s'intéresse un peu au témoignage de Esther, notamment pour ce qui concerne la réaction de sa maman, parce que ce qu'elle a dit face à son mal de tête, sa maman a vite fait de lier son mal de tête à ses troubles visuels, puisqu'elle a dit qu'elle porte des verres. Est-ce que vous pensez que, vous l'avez même dit tout à l'heure, il y a aussi les troubles de vision qui peuvent avoir des répercussions sur le cerveau, et donc on va ressentir cela sous forme de mal de tête. Votre réaction par rapport à ce que Esther a dit tout à l'heure, du début jusqu'à la fin? Oui, bon, je dirais que lorsque je prends sa réaction, en général, c'est la réaction d'un, disons, je ne sais pas l'expression à utiliser, d'un citoyen lambda, donc de quelqu'un, un profane, dans le domaine. C'est la réaction d'un profane, c'est le mot que je cherchais. Mais le danger dans sa réaction, c'est que ça se passe depuis son enfance et ça continue encore jusqu'à sa jeunesse, et elle ne fait pas l'effort d'aller vraiment consulter et chercher les causes de sa pathologie. Parce que l'autre, elle a beaucoup de facteurs déclenchants. Il y a la télé, il y a son écran de téléphone, elle-même, elle a des troubles de la vision, elle a un antécédent de drépanocytose dans la famille. Et quand j'écoutais son intervention, avant qu'elle ne parle de son grand frère qui est drépanocytaire, c'était le diagnostic qui m'était passé par la tête. Parce que ces maux de tête sont rythmés par le froid, par la température. En réalité, lorsqu'il fait froid, on développe ce qu'on appelle une vasoconstriction. Les vaisseaux se resserrent, se contractent en quelque sorte pour diminuer leur diamètre et provoquer donc la chaleur. C'est une réaction normale de l'organisme. Donc le froid entraîne une vasoconstriction. Or, chez les drépanocytaires, ils ont un problème, leurs globules rouges ont des problèmes. Et c'est ce qu'on appelle les hématies falciformes. Donc les hématies, les globules rouges ne sont pas tellement flexibles pour passer dans de petits vaisseaux. Quand il fait donc froid et que les petits vaisseaux, les capillaires sanguins se resserrent, l'espace devient insuffisant, c'est-à-dire pour permettre à ces types de globules rouges malades de pouvoir passer. Et du coup, il aura donc manque d'irrigation sanguine en amont, non, en aval de cet obstacle-là. Le cerveau va donc en souffrir. Elle peut donc développer, ces céphalées quand il fait froid. C'est pour ça qu'elle-même doit comprendre, elle a déjà tous les facteurs, elle-même elle connaît déjà tous les facteurs, il suffisait pour elle d'éviter ces facteurs-là et sa situation peut s'améliorer. Mais l'idéal serait quand même d'aller faire une consultation pour qu'on fasse une investigation plus profonde sur son cas pour voir un peu. D'abord, son grand frère est drépanocytaire, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément drépanocytaire. Il faudrait qu'on puisse voir, parce que parfois aussi, c'est psychologique. Puisqu'elle sait qu'il y a un cas de drépanocytose dans la famille, elle se considère aussi comme si elle est drépanocytaire et donc elle va attribuer ses maux de tête, par exemple, à la drépanocytose, alors qu'il y a d'autres pathologies sous-jacentes qui peuvent entretenir ces maux de tête. Et le jour où on va le découvrir, ce serait peut-être trop tard. Donc je peux la conseiller. Je l'exhorte même d'aller se faire consulter. C'est l'idéal. Pour être situé sur les causes. Parce qu'elle a déjà certains facteurs, mais ces facteurs seuls ne peuvent pas justifier, parce que depuis l'enfance jusqu'à maintenant, ces facteurs seuls peuvent ne pas justifier. Et peut-être qu'il y a une petite cause qui est derrière, mais au fur et à mesure qu'on ne prend pas soin de cette petite cause, ça va continuer toujours par évoluer et la petite cause peut entraîner des grandes causes, ces grandes causes qui peuvent entraîner des conséquences irréversibles au cours de sa vie.
Okay. Nous allons aborder maintenant le volet traitement. Alors dites-nous, docteur Edgar Koumbia, comment calmer rapidement un mal de tête qui est dû à une fatigue de façon générale? Ma réponse sera un peu surprenante. C'est laquelle? Calmer rapidement un mal de tête n'est pas la meilleure chose à faire. Avant de calmer normalement un mal de tête, il faut chercher d'abord la cause. Un mal de tête qui n'est pas récurrent, qui n'est pas habituel. Qui n'est pas habituel. La personne se réveille le matin comme ça et puis commence à voir qu'il a mal à la tête. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi j'ai mal à la tête? C'est lié à la fatigue. J'ai parlé de la fatigue. Ah non. En parlant de la fatigue, il y a plusieurs éléments qui peuvent être aussi responsables de la fatigue. Okay. Ça dit plusieurs éléments qui entraînent la fatigue. Et donc, les maux de tête ne proviennent pas forcément de cette fatigue, mais proviennent plutôt de la cause de votre fatigue. Je prends un exemple. Vous êtes invité par un copain qui vous amène en boîte. Vous n'avez jamais consommé 3 bouteilles de diamant. Et puis, subitement, cette soirée, comme la soirée arrosée, les amis sont en train de boire. Vous aussi, vous prenez la première bouteille, vous limez la deuxième, vous videz la troisième, vous entamez la quatrième, et peut-être c'est la fatigue qui fait que vous ne terminez pas, ou vous terminez même difficilement la 4e bouteille. On vous ramène à la maison très abattu. Le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller avec un mal de tête. Le commun du mortel, quand il a mal à la tête, le premier traitement à prendre, c'est le paracétamol. Mais de grâce, lorsque la cause, c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment quelle est la cause de mon mal de tête avant de sauter sur des médicaments. Lorsque c'est une intoxication alcoolique, une intoxication aiguë à l'alcool qui a entraîné votre mal de tête, vous ne ferez que de supporter le mal. Il vaut mieux pour vous que de courir prendre votre paracétamol. Parce que l'alcool fatigue le foie. Et si vous avez donc fait, l'intoxication à l'alcool va entraîner ce qu'on appelle une cytolyse hépatique, c'est-à-dire va détruire les cellules hépatiques. Or, le paracétamol est métabolisé dans le foie et c'est le premier médicament le plus dangereux pour le foie. Et donc, voulant calmer votre mal de tête, vous prenez le paracétamol et vous enfoncez plus votre foie. Et vous pouvez, comme ça, développer une insuffisance hépatique aiguë sans se rendre compte que c'est tout simplement parce que la cause de mes céphalées a été la base. Et mon traitement que j'ai pris pour mon céphalée a parachevé mon foie et je vais compliquer carrément le tableau. Et qui sera tout. Donc c'est pour ça qu'avant de prendre n'importe quel médicament, ne serait-ce qu'un petit coup de fil à un médecin, docteur ou bien mon cher ami, mon frère, j'ai vraiment mal à la tête, je ne peux même pas arriver au cabinet, mais dites-moi qu'est-ce que je peux prendre. Il va vous poser 2 ou 3 questions. Ou bien un pharmacien. Ou bien un pharmacien, il vous pose 2 ou 3 questions qui vont le situer et il saura que vous pouvez prendre au moins le paracétamol comme calmant avant d'arriver. Sinon, en général, quand on a donc ce type de mal de tête banal, il faut prendre le paracétamol ou l'aspirine ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Mais la raison pour laquelle j'ai dit de demander l'avis d'un praticien, c'est que ces médicaments ont des effets secondaires. Quand il vous pose des questions, lui, ça lui permet de savoir lequel vous allez prendre entre les deux. Est-ce que c'est le paracétamol? Est-ce que c'est un anti-inflammatoire? Est-ce que c'est quelqu'un qui développe une ulcère ou bien qui a un antécédent d'ulcère, un antécédent récent d'une crise d'ulcère? On ne va pas lui conseiller d'aller prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc vous pouvez lui conseiller par exemple de prendre du paracétamol pour calmer son mal de tête. Donc voilà un peu la réaction qu'il faut avoir. Plutôt que de chercher à prendre rapidement un médicament pour calmer ce mal de tête, il faut plutôt poser la question à quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui est en train de faire une hémorragie par exemple, une hémorragie méningée, des saignements à l'intérieur du cerveau et qui a donc des maux de tête violents, qui va prendre par exemple de l'aspirine ou bien un anti-inflammatoire non stéroïdien, alors que ces produits ont un effet anticoagulant. Vous êtes en train de saigner, vous allez prendre un médicament qui aura un effet anticoagulant, vous risquez de saigner, c'est-à-dire encore plus, et vous pouvez aggraver vos céphalées. Donc c'est un peu ça le risque qu'on a dans cette histoire. Donc l'automédication, que les maux de tête soient banals ou pas, l'automédication est à proscrire. Il faut d'abord demander un avis médical, même si c'est par simple coup de fil, avant de prendre un médicament. Sinon, le paracétamol peut venir très bien à bout de ces petits maux de tête. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous avez un protocole de traitement lorsqu'il s'agit d'un mal de tête chronique, par exemple? Lorsqu'il s'agit d'un mal de tête chronique, que le mal de tête soit aigu ou chronique, il faut toujours identifier l'étiologie d'abord. D'abord la cause, puis les facteurs déclenchants.
Et le traitement médicamenteux ne vient qu'en appui de tout ce qu'on va vous donner comme conseil, ce qu'on va vous interdire de prendre et tout. Donc, il y a d'abord des mesures hygiéno-diététiques qu'on va vous conseiller. Il y a des mesures d'hygiène de vie qu'on va vous conseiller. Si vous-même vous aimez sonoriser, hyper sonoriser vos locaux, on va vous demander de diminuer le volume souvent quand vous êtes là, de dormir assez. Quelqu'un qui travaille jusqu'à 2 h du matin, mais qui doit se réveiller à 4 h du matin, on va lui demander de trouver quand même une période dans la journée pour récupérer son sommeil. Donc, il y a des choses comme ça qu'on va donner. Maintenant, lorsqu'on voit que ce sont des céphalées de tension, comme le professeur l'a dit, c'est les céphalées qui sont liées aux problèmes de la vie courante, comme ce que nos téléspectateurs ont évoqué, des problèmes, des soucis et tout. Et surtout quand ça dégénère vers une dépression, là, c'est en ce moment qu'on peut parler d'un schéma thérapeutique. Non seulement on va donner des antalgiques, mais on va faire un suivi psychologique et psychiatrique à la personne. Et on peut même aller jusqu'à donner des antidépresseurs à ces personnes-là pour éviter de tomber carrément dans des dépressions chroniques qui peuvent conduire à des complications qu'on ne peut pas gérer plus tard. Voilà. Alors, le docteur l'a dit tout à l'heure, notre invité l'a mentionné, lorsqu'on souffre des maux de tête, les chirurgiens dentistes nous diront aussi d'aller chercher la cause du côté de la stomatologie. Et il a si bien dit, la stomatologie, c'est cette spécialité de la médecine qui s'intéresse à toutes sortes d'affections bucco-dentaires. Alors, quel lien peut-on établir entre le mal de tête et le mal de dents? Nous allons écouter donc le docteur Gbagbo a noté se prononcer sur cette question bien précise. Et nous savons tous que la cavité buccale ou la bouche est le stage inférieur de la tête. Le crâne envoyant l'étage inférieur qui constitue la bouche. Cela veut dire, anatomiquement, il y a déjà un lien direct entre la tête et la bouche. Et nous avons vu également que dans la bouche, nous avons des organes comme la langue, les dents, et puis d'autres éléments anatomiques qui sont cachés sous la gencive ou bien la muqueuse buccale. Le premier élément que nous constatons dans notre profession, c'est la douleur. Quand une dent est malade ou bien il y a une maladie concernant les tissus de soutien de la dent ou bien de la muqueuse. À part cette douleur, viennent les maux de tête. Parce que tout ce qui est dans la bouche est lié directement à la tête. Ces maux de tête peuvent être un signe annonciateur des douleurs concernant les maladies comme carie dentaire, les gingivites, les paratodonties, et pourquoi pas un début d'une maladie cancéreuse dans la bouche. Également, nous devons savoir que les dents sont implantées dans l'os alvéolaire qui sont directement en contact avec les maxillaires. Dans ces maxillaires viennent les nerfs qui viennent des tubules nerveuses qui sont au niveau de la tête. Ainsi, il y a un lien direct entre ces maladies bucco-dentaires et les maux de tête. Pour éviter les maux de tête dans notre domaine, la première chose, c'est d'avoir d'abord une bonne hygiène bucco-dentaire. Si malgré cette bonne hygiène bucco-dentaire surviennent les maux de tête, il serait très recommandé de consulter un chirurgien dentiste pour voir exactement d'où proviennent ces maux de tête si cela concerne la bouche. Également, nous recommandons que malgré s'il n'y a aucune maladie, aucune affection détectable dans la bouche, il faut au moins faire une consultation par an pour voir si la bouche est bien propre ou bien s'il y a une maladie cachée quelque part. Donc la première chose, si vous avez constaté qu'il y a une carie ou bien une douleur, la bouche saigne, les gencives saignent, il faut faire une consultation pour soigner rapidement cette carie dentaire ou pour soigner cette gingivite pour éviter que les maux de tête deviennent fréquents ou prolongés. Oui,
docteur Koumbia, vous avez écouté docteur Paco qui se trouve du côté de l'hôpital de Baie, qui nous faisait la corrélation entre un mal de dents et un mal de tête. Je crois que vous avez déjà effleuré cet aspect-là. Et une petite réaction par rapport à ces explications. Bon, je tiens à le remercier d'abord pour ces éclaircissements. Et généralement, les gens ne font pas de liaison entre tout ce qui se passe dans la bouche et la tête. Nous ne devons pas oublier que la bouche fait partie intégrante de la tête. Comme il l'a dit, c'est la base du crâne. Donc, le crâne est terminé en bas par le palais, c'est-à-dire le côté supérieur de la bouche. Et donc, tout ce qui atteint cette partie de la bouche va automatiquement se répercuter sur la tête. Surtout que la dent est implantée dans la boîte crânienne. Donc c'est normal que lorsqu'on a des problèmes dentaires, que ça réagisse au niveau donc, du crâne. Donc c'est un peu le petit résumé qu'on peut dire de tout ce qu'il a dit. Et un mal de dent ne doit pas non plus traîner. Sinon, les pathologies peuvent partir de la dent et arriver plus haut au niveau du cerveau, et qui peuvent donc donner des complications dont on ne s'attend même pas et on ne peut même pas les décrire ici. Donc un petit mal de dent doit conduire rapidement voir un stomatologue ou un dentiste pour qu'on puisse nous soigner le plus rapidement pour éviter ces désagréments-là à la longue. Alors est-ce qu'on peut se débarrasser définitivement des céphalées? Est-ce que c'est possible? Débarrasser définitivement des céphalées, peut-être je vais vous répondre sur deux angles. Si la question est de savoir, est-ce que si j'ai une céphalée aujourd'hui, j'ai les moyens de m'en débarrasser à jamais pour ne plus jamais refaire de céphalée, la réponse est non. On ne peut pas se débarrasser définitivement de la céphalée. Cependant, on peut arrêter ou bien traiter et finir avec un épisode de céphalée. J'ai des maux de tête, je peux prendre des traitements, des médicaments et arrêter définitivement, c'est-à-dire ces maux de tête. Mais d'autres épisodes peuvent surgir plus tard provenant d'un autre mécanisme physiopathologique. Peut-être que ces céphalées de maintenant proviennent d'un problème dentaire. Demain, peut-être, quand on va finir de le régler, demain, si j'ai des problèmes oculaires, je peux avoir encore mal à la tête. Si je cogne ma tête contre quelque chose, je peux avoir mal à la tête. Si je fais un paludisme 2 ans plus tard, je peux avoir mal à la tête. Donc, on ne peut pas se débarrasser de façon définitive des céphalées, on ne peut pas. On va vivre avec. Mais seulement, c'est que je ne parle pas dans le sens qu'on va traîner la céphalée de façon chronique. Là, on peut les éviter. On peut éviter d'en arriver à la chronicité donc, des céphalées si on s'y prend très tôt. Et si on se réveille vite pour aller voir donc, un médecin pour la prise en charge de ces céphalées. On veut éviter les facteurs déclenchants. Surtout quand on doit éviter les facteurs déclenchants. Est-ce qu'on peut soigner un mal de tête naturellement? Sans prendre du paracétamol, sans prendre les antalgiques et tout. Est-ce que c'est possible? Oui. Un traitement naturel? C'est possible, le traitement naturel. En quoi va consister ce traitement naturel? Le traitement naturel va consister d'abord même à éviter d'abord les facteurs déclenchants. Si je sais que je suis un accro au café et que tous les jours j'ai mal à la tête, j'arrête mon café et mon mal de tête disparaît. Si je sais que tous les soirs je consomme 3 à 4 bouteilles de pisse et que le lendemain j'ai toujours mal à la tête, j'arrête la consommation de l'alcool et mon mal de tête s'arrête. Si je sais que je ne dors que 3 heures du temps par jour, il vaut mieux dormir 8 heures. Il est recommandé chez l'adulte d'avoir 8 heures de temps de sommeil. Je sais qu'avec nos problèmes, un vrai adulte, n'a plus besoin de réveil pour se réveiller. Ce sont ces problèmes qui le réveillent à une heure fixe de la journée. Déjà à 4 h, 5 h du matin, tes problèmes même viennent crier dans tes oreilles et tu te réveilles. Mais il faut trouver des moments dans la journée pour récupérer et rattraper ce manque donc, de sommeil. Généralement, c'est le manque de sommeil qui est responsable de ces céphalées, dites donc de céphalées de tension. Il y a également l'hydratation. Il faut boire beaucoup d'eau. Lorsque nous buvons suffisamment, ça nous évite de faire les céphalées. La déshydratation est un facteur qui accentue le mal de tête. Les maux de tête. Alors, en cas de migraine, on conseille le massage des tempes, vrai ou faux? Oui, on peut masser les tempes quand on a des migraines. Et le massage se fait généralement au niveau de la face latérale de la tête. On pose donc la pulpe des doigts sur la tête et on fait des massages de façon circulaire et de façon
un peu prolongée, on peut aller jusqu'à 5 minutes de massage. Généralement, c'est profitable pour des patients. Beaucoup d'acupuncteurs et de kinésithérapeutes décrivent les bienfaits de ces types de massages qui marchent très bien. Est-ce que certains exercices de relaxation peuvent-ils aussi avoir un effet apaisant sur une personne qui a souvent des maux de tête? Oui. La relaxation a souvent, en réalité, quand on parle des exercices de relaxation, c'est de mettre le cerveau au repos. Lorsque vous voulez vous relaxer, je ne dirais pas que je suis en train de me relaxer au moment où j'ai mis le volume, c'est-à-dire le son à fond dans ma chambre, mais je ne me relaxe pas. Je ne vais pas me relaxer en laissant toutes les lumières allumées, les lampadaires, les projecteurs sur moi. Non, le cerveau ne va pas se reposer. Toute méthode ou toute pratique qui vise à mettre le cerveau au repos contribue à diminuer les céphalies. Donc, il y a des exercices respiratoires, il y a les gens qui font par exemple le yoga, donc les techniques de relaxation, les gens qui s'asseyent, qui peuvent être là, se concentrer dans la nature et tout, où il n'y a pas de bruit, ils sont tranquilles dans leur environnement paisible. Vous créez un environnement autour de vous qui est un environnement paisible qui peut permettre au cerveau de se mettre au repos et vous allez venir à bout des céphalées. Mais ce sont des céphalées de tension. Ce ne sont pas des céphalées dont on a parlé, c'est-à-dire des céphalées de causes organiques avec donc des conséquences neurologiques dont nous avons parlé, voilà, assez important. Ce n'est pas ces types de céphalées qui sont guéris par ces méthodes, ce sont les céphalées de tension. Lorsqu'on le fait, on fait ces méthodes de relaxation, ça permet également de se déstresser et ça permet au cerveau de revenir donc, dans son état de repos. Ok. Alors par rapport justement à ces céphalées neurologiques, les maux de tête ne doivent pas être banalisés et c'est là le message que le professeur Bello a mis en exergue dans la seconde partie de son interview, un message agrémenté avec quelques conseils utiles à prendre vraiment au sérieux. Nous allons donc écouter le professeur Bello dans ce dernier sujet de l'émission de ce soir. Les maux de tête, ce sont des manifestations de certaines maladies. Alors, entre autres, la maladie drépanocytaire, le paludisme. Nous avons la grippe aussi qui peut venir. Donc vous voyez, il y a des causes vraiment multiples. Les maladies virales, l'actualité oblige, lorsqu'on est infecté par le coronavirus, ça peut débuter par des maux de tête qui sont très violents. Les maux de tête représentent des signes de plusieurs maladies. Alors, étant profane, je pense que ce n'est pas bien de rester à la maison quand on a mal à la tête. Et si, évidemment, on a mal à la tête, il faut aller en consultation. Et la hantise de tout praticien sur le plan médical est de trouver une cause qu'on peut traiter. Et donc, je pense qu'autant ça doit être aussi une préoccupation pour les téléspectateurs. Donc, il ne faut pas banaliser les maux de tête et qui peuvent revêtir un caractère vraiment dramatique. Je donne l'exemple, en passant de quelqu'un qui a des maux de tête, la tête lourde, qui prend du paracétamol et puis brutalement cette personne tombe, fait une crise convulsive, on l'amène à l'hôpital, on trouve du sang dans le cerveau. Donc, vous voyez, si cette personne avait été prise en charge dès le début, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette étape dramatique. Donc c'est important d'aller en consultation lorsqu'on a mal à la tête. Voilà, c'est extrêmement important d'aller en consultation lorsqu'on a mal à la tête. Il ne faut pas banaliser le mal de tête, bien les maux de tête. Et Dr Koumbia, votre message de ce soir par rapport au thème maux de tête, cause et traitement, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. J'ai deux recommandations envers la population. D'abord, envers la population, donc la population profane, la population non médicale, je les exhorte à consulter à chaque fois qu'on a les maux de tête. C'est un symptôme banal, mais qui peut cacher derrière des pathologies lourdes qui peuvent aller jusqu'à la mort. À l'endroit du personnel médical, du personnel soignant, je souhaiterais et je voulais vraiment exhorter nos confrères à ne pas passer rapidement à la conclusion de paludisme
lorsque les patients les appellent pour leur dire que nous avons mal à la tête. Le contexte épidémiologique fait que nous, praticiens, lorsque les gens vous appellent pour vous dire, ou bien les gens viennent même en consultation, parfois le type n'a même pas encore fini de décrire son mal de tête que l'ordonnance est déjà prête. Dès qu'il finit, on tend l'ordonnance, bon voilà votre ordonnance, c'est un traitement du paludisme, sans faire des investigations, des analyses pour s'assurer. Et donc, j'exhorte nos confrères à vraiment pousser l'interrogatoire de façon méthodique comme on a l'habitude de le faire. Ils le savent, ils savent le faire. C'est parfois l'affluence et la fatigue aussi du personnel médical qui fait que parfois on banalise ce symptôme. Mais comme le professeur Bello aussi l'a si bien souligné, je voudrais donc revenir dessus. C'est à nous, les premiers contacts que le patient voit, qui devons réagir de façon prompte et de façon professionnelle pour sauver beaucoup de vies et référer le plus tôt possible les patients qui sont hors de nos portées. Si dans nos structures, nous n'avons pas les appareils nécessaires, nous n'avons pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer certains cas de céphalée, l'idéal est de les référer donc très tôt. Merci à vous et merci également à la population, à l'endroit de la population. Il faudrait aussi qu'on accepte. Lorsqu'un médecin vous demande quelques analyses, ne dites pas c'est juste état de bioanalyse. Vous ne savez pas pourquoi, c'est pour votre vie. Faites un effort pour faire. On sait que la situation est difficile, mais la population doit s'atteler, faire un effort, d'honorer ces analyses. Ça permet d'écarter les grands dangers ou bien de diagnostiquer ces dangers et de les épargner, donc la mort. Merci. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre dernière intervention, votre dernière partie. C'est vrai, mesdames et messieurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de Santé d'abord. Tout n'a pas été dit, mais au moins l'essentiel a été évoqué sur comment être attentif désormais au mal de tête ou bien aux maux de tête de façon générale et réagir à temps, comme l'a dit le professeur. Et le médecin Dr Koundia qui a été notre invité de ce soir. Alors dans la prise aussi excessive des médicaments pour calmer des maux de tête, nous risquons banalement de tomber dans l'automédication. Il a eu également à l'évoquer, donc faisons extrêmement attention, préservons notre vie en respectant tout simplement les conseils que nous donnent les médecins. Dr Koundia, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait si longtemps, on n'est plus resté ensemble pour discuter d'un problème de santé. Oui. Bon, peut-être que nous venons de renouer, si l'occasion le permet, et si Dieu nous prête vie, nous serons à vos côtés pour les enseignements prochains. Merci beaucoup. Dieu nous prêtera vie tout le temps. Nous profitons de cet instant pour dire un grand merci au professeur Monfou Bello, qui est le chef au service de la clinique neurologique du côté du CHU Sylvanus Olympio. Nous n'oublions pas aussi Dr Kpakpo Adoté Maoussé, qui est chirurgien dentiste à l'hôpital de Baie, pour leurs différents apports. Et aux fidèles de l'émission Santé d'abord, nous vous disons également merci pour votre fidélité. Excusez-moi à la tautologie, vous êtes fidèles et donc votre fidélité nous honore sans cesse. Merci également à vous, merci à toute l'équipe de la réalisation et à l'équipe de Santé d'abord. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. À très bientôt. Bye.